Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche matin et comme tous les dimanches matins, nous sommes ensemble pour le café du dimanche pour parler traditionnellement de la macroéconomie, des grandes tendances boursières, tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Voilà, donc avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mind de Cash, mettre une petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos. S'il vous plaît, les likes, pour moi, c'est très très important pour faire développer cette chaîne gratuite et pour ceux qui veulent aider à la chaîne à se développer encore plus. Donc vous avez moyen de faire une donation dont le lien vous allez trouver dans la description. Donc, cette vidéo, évidemment, elle est super importante parce que les mouvements de correction dont j'ai parlé en vous présentant mon timeline de l'année 2021 semblent d'être commencés. Donc, c'est commencé ce jeudi dernier. Donc, après, évidemment, c'est les premiers signaux. En tout cas, le macro est là. Les mouvements techniques commencent à prouver qu'il y a un problème. Donc, et on va décortiquer tout ça ensemble. Donc, en gros, cette vidéo sera structurée de manière un petit peu différente que d'habitude dans les vidéos du dimanche. Donc là, je vais évidemment vous présenter le tableau de bord, comme tous les dimanches. Ensuite, j'ai préparé une petite présentation parce que ma vision de la macroéconomie, ma vision de ce qui va se passer cette année, elle est probablement peut paraître un petit peu complexe et moi j'ai travaillé un petit peu pour que cette information puisse être comprise par quel que soit votre niveau de maîtrise de la macroéconomie, de l'économie en général, pour que ça soit parfaitement clair de quoi je parle. Parce que quand je parle des différents mondes, marché financier, le monde réel, les taux, etc., ça peut paraître un petit peu ambigu, surtout si vous n'êtes pas encore très avancé dans votre connaissance, votre apprentissage de la bourse, de l'économie. Et donc, du coup, j'ai essayé de tout regrouper de manière très synthétique pour que ça soit facile à comprendre. Voilà, donc j'espère que ça mérite un like au moins. Donc, je vais présenter tout ça. Je vais passer la plupart de vidéos sur ce schéma pour expliquer exactement ce que se passe selon moi. En tout cas, je vous rappelle comme d'habitude que je suis un amateur, je suis un blogueur, je ne suis pas un économiste, je n'ai pas le droit de donner des conseils d'investissement. Tout ce que je dis ici, c'est mon propre opinion. Et à la fin de la vidéo, s'il nous reste du temps, je vais vous parler aussi de mes positions un petit peu spéculatives. C'est plutôt les positions couverture de mon portefeuille. Hier samedi matin, j'ai publié une vidéo comment gérer le portefeuille pendant la crise. Je pense que c'est assez important pour que vous le regardiez aussi. Et aujourd'hui, je veux parler plus de ma stratégie de trading s'il nous reste encore une fois du temps. Voilà, donc nous commençons traditionnellement par mon tableau de bord. Donc ceux qui suivent la chaîne Telegram Mind du Cash, vous déjà connaissez, je pense, ce que je vais dire. Parce que je vous rappelle qu'il y a la chaîne Telegram et la page Facebook que je publie énormément d'informations utiles, j'espère utiles pour ceux qui investissent en bourse. Donc cette semaine quand même, elle a marqué un énorme tournant quand même sur les marchés. Donc parce que le Nasdaq, l'indice qui héberge effectivement toutes les valeurs technologiques, toutes les valeurs qui ont fait le hype de ces derniers mois, a chuté de 5%. Quand je chute de 5% quand même sur cet indice, on peut déjà parler quand même d'un problème. Ça peut pas se passer juste comme ça sans avoir une raison. Et l'indice majeur, l'indice de référence des États-Unis, elle a lâché aussi 2% et demi presque, donc ce qui est beaucoup moins important. Mais quand même, c'est des mouvements très significatifs qu'on ne peut pas ignorer. Un autre point qui est très important aussi, c'est la forte baisse de l'action Apple, que vous savez que si vous suivez la chaîne Mind du Cash, si ce n'est pas le cas, inscrivez-vous. Donc moi j'utilise l'action Apple aussi comme un indicateur macro parce que la capitalisation est tellement grosse que les mouvements sur Apple se répercutent sur tout le marché global. Donc, et le Apple l'a baissé encore plus de 6,6%. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette action défensive de dégringoler sur une semaine comme ça. Donc, il y a énormément de fonds qui sont investis et nous sommes sur un mois, on est déjà à 11%, 11,5%. Vous imaginez, c'est peut-être l'entreprise qui est souvent considérée comme une des meilleures au monde, probablement par certains on est considérée comme meilleure au monde, en tout cas en termes de rentabilité, de visibilité, de tout ce que vous voulez, et elle a lâché quand même 11% et demi. Cela veut dire que si vous êtes acheté il y a un mois, vous êtes déjà à 11,5% de perte sur une valeur sur laquelle vous pourriez potentiellement être exposé beaucoup en fait sur laquelle vous pouvez aller avec des sommes très significatives. Donc du coup, faites quand même attention.
Aujourd'hui, sur ces marchés, il n'y a pas d'actifs refuge. Apple, c'est pas une refuge. Les FANG, c'est pas une refuge. Bitcoin, c'est pas une refuge, encore moins. Tesla, ce n'est pas une refuge. Faites beaucoup attention. J'enregistre ces vidéos de dimanche justement pour vous expliquer le contexte global, le contexte macro que nous vivons dans le monde qui est complètement inversé, qui est complètement pervers de point de vue économique. Donc, et les règles, on va dire, conservatives, les règles by the book ne fonctionnent toujours pas. Voilà, et ça, je vais essayer de vous présenter de la façon la plus simple que je puis imaginer dans cette vidéo. Donc vous me direz dans les commentaires si c'était clair, si ça sera clair, parce que vous ne connaissez pas encore. Donc ensuite, pour les autres indicateurs, donc euro-dollar, donc l'ABC, donc vous voyez, je ne pense pas que ce mouvement aujourd'hui représente quelque chose de très très important. Attendez, juste, j'ai encore un problème d'internet, c'est quand même un peu pénible. Donc là, ça c'est l'indice Nasdaq, voilà, euro-dollar. Encore une fois, l'indice US, il a touché 1,5, donc demi pour cent. Donc toutes les semaines depuis un mois, quand on est ensemble pour le café de dimanche, il rajoute 0,1% toutes les semaines. Donc la tendance haussière pour le taux américain, elle est claire et nette. Donc ça sera vraiment évidemment le sujet principal de cette vidéo. Pour économiser le temps, je zappe le sujet du pétrole parce que pour moi, ce n'est pas un indicateur important dans les circonstances actuelles. L'indice VIX, l'indice de la peur, évidemment, il a monté énormément avec tous les marchés parce qu'avec la dégringolade qu'on a vécue le jeudi, donc c'est normal que l'indice VIX, qui représente la volatilité implicite de l'indice S&P 500, et il a monté, donc cette semaine énormément, il a touché la barre de 30 momentum, donc le jeudi, et il s'est calmé un petit peu le vendredi quand on a vu une petite reprise, un petit rebond technique. Donc l'indice chinois l'a lâché 5%. D'ailleurs, CAC 40 il tient la barre, donc seulement moins 1%. Donc vous voyez, donc le monde change parce que l'Amérique aujourd'hui, il baisse beaucoup plus que l'Europe, donc c'est ce qui est déjà assez intéressant à observer. Et l'action Tesla, évidemment, tous les actifs hype, tous les actifs spéculatifs sont en train de dégringoler. Donc l'action Tesla, et ça, elle a encore remonté, le vendredi. Et puis le Bitcoin, il a lâché énormément malgré les interventions verbales quelque part de la part de Cathie Wood, donc ceux qui veulent soutenir le Bitcoin en disant qu'il a un énorme potentiel. Et l'or aussi qui a cassé les seuils techniques très importants. Maintenant il est devenu baissier, et d'ailleurs j'ai ouvert une petite position spéculative quand on a cassé la barre de 1750. J'ai écrit ça dans le Telegram. C'est une petite position, donc j'ai avec un stop très proche, donc du coup même si ça s'inverse, je veux pas pleurer. Et avec le potentiel, d'ailleurs, selon l'image technique que moi je vois, le potentiel peut être la descente jusqu'à 1500 carrément, donc ça c'est vraiment énorme. Donc du coup je trouve ça intéressant du point de vue spéculatif de s'ouvrir à une opportunité où là quand même le potentiel de hausse reste limité et le potentiel de baisse elle est quand même très très important. Voilà, donc les trois derniers indicateurs, Tesla, Bitcoin et Gold, pour moi c'est des indicateurs un peu de exubérance irrationnelle parce que ce sont des actifs extrêmement spéculatifs selon moi, encore une fois. Donc moi autant pour Bitcoin je suis encore un peu, on va dire, je m'interroge sur ça parce qu'en fait c'est nouveau, il faut le dire, parce que il y a des arguments pour et des arguments contre. Moi j'ai du Bitcoin, vous le savez si vous me suivez sur YouTube, pas beaucoup mais j'en ai un petit peu, donc donc du coup ça peut devenir en quelque sorte un actif refuge sous certains scénarios, mais par contre les risques que Bitcoin fait face, notamment le risque de régulateur, donc parce que si la Fed décide que non, on va pas l'accepter, dans ce cas-là ça peut faire beaucoup du mal à cette crypto-monnaie. Voilà, en tout cas voilà, ça c'est pour le picture global. Donc du coup cette semaine elle était clairement baissière, on a tenté le rebond technique le vendredi. Pour moi ce n'est qu'un rebond technique parce que moi j'ai quand même suivi pas mal des Nasdaq, le mouvement commence à se diriger, donc on va voir tout de suite, on va voir à la fin de la vidéo s'il me reste du temps l'image technique, mais en tout cas je vous invite à vous inscrire à la chaîne Telegram parce que j'ai déjà publié mon analyse technique sur cet indice si ça vous intéresse. Peut-être si ça vous intéresse pas, dans ce cas-là c'est pas la peine. Vous pouvez toujours vous inscrire, mais en tout cas l'analyse technique ne va pas certainement vous intéresser. Voilà, c'est juste pour économiser du temps et pour que je puisse passer directement sur ma présentation.
Donc, bon, pour moi, ça sera un grand challenge, j'espère que je vais le réussir aujourd'hui, c'est d'expliquer un sujet complexe de manière simple et synthétique. J'arrive pas souvent à le faire, mais en tout cas, je vais essayer aujourd'hui, vous me direz. Au moins, j'espère que ça mérite un like, cette tentative d'expliquer les sujets si complexes. Bon, dans tous les cas, je ne veux pas répéter encore une fois tout ce que je disais dans les deux vidéos précédentes où je vous ai parlé largement de l'inflation, des taux, pourquoi j'ai changé d'avis sur le scénario de base pour l'année 2021. Donc j'ai anticipé largement cette correction, je vous ai déjà parlé depuis la fin de décembre, la correction vers mi-février, début mars, donc là j'ai l'impression que c'est ça ce qui commence aujourd'hui. Mais par contre, là où je me suis trompé, c'est les raisons pour cette correction. Je pensais que ce sera une correction qu'il faudra acheter, donc pour profiter, juste pour compléter nos portefeuilles. Mais finalement, les raisons qui nous ont poussé dans cette correction sont beaucoup plus importantes finalement que moi j'estimais. Donc moi je croyais à l'époque que ça sera une raison liée certainement à Covid-19 ou quelque chose, une certaine bulle qui sera gonflée sur les marchés financiers et les banques centrales. Je pensais vont pouvoir essayer d'un petit peu de gonfler la bulle sur les actifs, mais finalement les banques centrales n'ont pas fait ça. Par contre, il y a un autre risque beaucoup plus important qui est apparu à l'horizon, c'est l'inflation et surtout la hausse des taux. Je ne sais pas combien de fois je vous disais dans les différents formats, quand je parlais de mes portefeuilles, dans les anciennes vidéos qui s'appelaient Bourse Hebdo, dans l'interview avec Julien Flo que nous avons fait, qui est intitulé même Surveiller les taux longs. Donc là, on est parfaitement en ligne avec Julien sur ce point. Donc, et les taux longs sont en train de monter. Donc ça, c'est en fait déjà aujourd'hui, personne ne peut ignorer le fait que les taux sont en train de monter et les situations sur le marché de dette en train de changer. Donc ça, c'est super important. Et donc là, je vous dis toujours qu'il faut surveiller le marché de dette. C'est le marché principal, c'est le marché sur lequel se base tout le système capitalistique mondial. Donc, et vu que nous y vivons, aime-nous ou pas le capitalisme, donc c'est aujourd'hui le cas, et surtout si vous êtes en bourse, vous êtes complètement dedans. Donc voilà, aujourd'hui, sur le marché de dette, il y a un problème, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les banques centrales ne vont pas pouvoir faire grand-chose. Et ça, c'est justement, je pensais que déjà, depuis 2 semaines, je vous en parle, je pense que le problème est majeur parce que toute cette hausse des dernières années, et surtout l'année 2021, elle était basée uniquement et simplement sur les injections monétaires de la part de la Réserve fédérale américaine. Bon, évidemment bien aussi de la part des autres banques centrales, mais principalement la banque centrale américaine, Fed. Voilà. Donc, et aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, ce qui est différent, c'est que probablement la Fed est hors jeu. Et ça, c'est un gros problème. Pour moi, c'est un gros problème. C'est pour ça que j'ai pris la décision que je vais alléger mon portefeuille de bourse. Je vais éventuellement implémenter les stratégies spéculatives short dès maintenant. Et parce que moi, je vois un véritable problème. Et pour moi, quand il n'y a pas de visibilité, quand il n'y a pas de certitude, les marchés ne vont pas monter. Peut-être ils vont stagner, je doute qu'ils vont stagner, mais en tout cas, ils ne pourront jamais monter dans les circonstances jusqu'au moment que les autorités, soit politiques, soit les autorités monétaires, nous proposent un plan d'action, nous offrent cette visibilité. Et là, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi moi je pense que ça sera extrêmement compliqué de gérer cette situation, ce déséquilibre dans lequel nous sommes entrés. On est entré donc, et pourquoi ça va être extrêmement compliqué de les gérer. Voilà. Donc là, je commence ma présentation. Voilà, donc le premier slide. Donc là, je divise en fait, il y a dans l'économie actuelle, il y a 2 mondes. Le premier monde finance et le deuxième monde, c'est le monde de l'économie réelle. Donc parfois on les appelle Wall Street et le Main Street. Donc ça c'est un petit peu les surnoms, on va dire, de ces 2 mondes, de la finance, de l'économie réelle. Wall Street, évidemment, vous savez de quoi il s'agit. Et le Main Street, c'est le retail, c'est les petites villes, c'est la vie réelle des gens. Voilà. Donc, et ces 2 mondes sont complètement séparés. Et donc, du coup, au sein de ces 2 mondes, il y a 2 types de l'inflation. Là, vous allez voir, j'ai déjà parlé de ça dans mes précédentes vidéos, mais je vais un petit peu répéter ça sur ce schéma. Donc, qui dirige ce monde, ces 2 mondes maintenant, ok? Bon,
Le monde de la finance est dirigé par les banques centrales. Premièrement, c'est la Réserve fédérale américaine, dont est son président Jérôme Powell. Et la deuxième banque centrale la plus importante, c'est la Banque centrale européenne, et est dirigée par Christine Lagarde, notre chère française Christine Lagarde. Voilà. Et le monde de l'économie réelle, elle est dirigée évidemment par les gouvernements. Et les gouvernements le plus important d'une plus grosse économie, c'est Biden. Donc ça, c'est le président des États-Unis, le nouveau président élu des États-Unis. Bon, et évidemment tous les autres présidents. Mais en tout cas, si vous êtes en bourse, votre président est Biden. Donc, donc du coup, voulez-vous pas, aimez-vous le ou pas. En tout cas, si vous tradez en bourse, même si vous ne tradez pas sur le marché américain, l'Amérique, elle a l'influence majeure sur tous les actifs financiers. Donc voilà, ça c'est deux mondes qui vivent aujourd'hui. Normalement, comment ça se passe dans les bouquins de l'économie que vous avez probablement déjà lus ou que vous voulez lire, ce qu'ils vont vous dire que les deux doivent travailler ensemble et trouver une sorte d'équilibre financier. Okay, donc c'est-à-dire le monde financier, il propose des financements, ce qui est normal. Le financement peut se faire de trois façons, soit par la dette, donc par les empruntes, soit par les empruntes, soit par une émission obligataire. Donc ça veut dire que c'est un titre financier qui est émise par une entreprise ou par un gouvernement pour se financer. Et troisième empreinte, c'est ouverture du capital, donc les actions. Donc quelqu'un qui peut investir dans les actions et donner son argent à une entreprise pour qu'elle puisse l'utiliser dans son développement. Voilà, donc ça c'est le monde financier, il est là pour ça, justement pour créer cette ambiance, ce modèle capitalistique financier pour que le système économique tourne. Voilà. Et en gros, pour la finance, ça peut être très simplifié, mais en fait, la chose qui les inquiète le plus, c'est la courbe des taux. En gros, juste pour vous dire, c'est les taux et l'inflation. Okay, donc ici, j'ai beaucoup simplifié. Pour ceux qui sont déjà, expérimentés dans la macroéconomie, ils vont me dire que non, Pavel, c'est pas comme ça. Je sais que les mandats des banques centrales sont différents. Bon, typiquement, pour la Réserve fédérale américaine, ils tiennent compte aussi du chômage. Mais en théorie, on va dire, on peut schématiser ça comme ça, que la principale chose qui inquiète les banques centrales, c'est la courbe des taux. La courbe des taux, c'est les différents pourcentages, comme vous voyez sur le graphique, de taux en fonction de la maturité, parce qu'il y a des obligations courtes, donc qui expirent d'ici un mois, un an, les obligations de moyen terme à 2-3 ans et les obligations à long terme à 10-20 ans, voire plus. Voilà. Et donc ça forme une courbe de taux. Donc normalement, encore une fois, dans l'économie normale, cette courbe elle est ascendante. Donc c'est-à-dire que le taux court terme sont inférieurs au taux long terme, mais la courbe peut être plus flat ou la peut être inversée si par exemple la récession elle est attendue. Voilà, donc selon les conditions économiques, cette courbe peut prendre des formes différentes. Et en fait, ce que font les banques centrales, et en réalité c'est très simple leur travail, donc ça peut paraître simple de l'extérieur pour nous, en fait ce qu'ils font c'est de diriger cette courbe de taux. En fait, en gros, ils font régulièrement des interventions monétaires en rachetant ou en vendant les obligations de telle ou telle maturité pour augmenter ou baisser les taux en fonction de leur politique qu'ils déterminent pendant leur fameux meeting des banques centrales. Donc en gros, tout ce qu'on parle, c'est deux choses. C'est quel sera le taux directeur et quelle sera la politique ce qu'il appelle aujourd'hui des quantitative easing. Le quantitative easing, c'est une notion qui est apparue après la crise des subprimes de 2008-2009 et maintenant elle est devenue une partie de notre monde économique habituel. Donc, avant, c'était une mesure exceptionnelle pour sauver le monde, mais on s'est déjà habitué et c'est devenu la norme. Comme ça arrive le cas d'ailleurs. Comme ça arrive assez souvent. Juste pour finir cette ligne, c'est que les gouvernements, par contre, ils ont plus d'inquiétudes, ils ont plus de choses à gérer. Ça, c'est la croissance, déjà, c'est la croissance économique du pays. Ensuite, c'est le budget, évidemment, parce que, bon, la croissance, c'est bien, mais il faut qu'il respecte aussi le budget. Et le chômage. Donc après, en gros, il y a tout un tas d'autres choses aussi qu'ils sont obligés de gérer, mais en gros, c'est ça. Donc, ensuite, quels sont leurs instruments? Quels sont les instruments pour exercer leur target? Donc, pour la finance, j'ai leurs principaux instruments, comme je viens de vous dire, c'est les taux directeurs. Donc chaque réunion ont
on annonce le taux directeur. Et vous savez d'ailleurs, pour ceux qui sont jeunes, qui viennent juste d'arriver sur le marché financier, je vous dis qu'avant la crise 2008-2009, l'enjeu c'était des réunions des banques centrales, c'était juste quel taux directeur quelle sera la politique en termes de taux directeur, parce que le taux directeur il changeait. Aujourd'hui, tous les taux directeurs sont à zéro, donc il n'y a plus de questions, on parle même pas de remontée de taux, c'est juste impossible, incroyable. La question c'est quelle sera la politique future pour ces mesures exceptionnelles, et ces mesures exceptionnelles qui durent déjà depuis 12 ans. Donc c'est rigolo de le dire, mais c'est comme ça. Donc, est-ce qu'il y aura plus de quantitative easing, c'est-à-dire plus de rachat d'obligations en direct sur les marchés financiers, ou bien il y aura autant qu'avant, ou bien voire il y aura moins. S'il y aura moins d'achats, dans ce cas-là, c'est une très mauvaise nouvelle et toutes les bourses vont chuter. Voilà. Pourquoi elles le font? Parce que, en gros, c'est comme ça qu'ils injectent de liquidité dans le système et que ça permette des banques commerciales de prêter plus, etc., etc. Et comme ça, ils créent de la liquidité dans le système financier pour qu'ils puissent tenir à flot. Voilà, en gros, c'est ça. Par contre, ici, pour l'économie réelle, c'est assez difficile parce que leurs instruments sont nombreux. Donc, du coup, j'ai peut-être mal choisi le nom. J'ai dit que c'est des stimulus. Évidemment, il n'y a pas que des stimulus. Il y a tout un tas de programmes fiscaux, machin. Donc, mais aujourd'hui, je parle de moment actuel quand j'enregistre cette vidéo. C'est des stimulus, le fameux stimulus que Biden a proposé de 1,9 milliard qui sera directement injecté dans l'économie réelle. Donc, dans une des vidéos précédentes, je pense que c'était à peu près il y a un mois, je vous ai fait une vidéo, je parle d'un article dans Wall Street Journal, où ils ont bien expliqué la structure de ce stimulus. Je crois que c'était en décembre que je fais cette vidéo, pour comprendre où cet argent va exactement aller. Et il y a une partie qui va aller directement des chèques à des consommateurs, donc c'est ce qu'on appelle helicopter money, donc là on va distribuer l'argent à tout le monde. Voilà. Et donc ce que je voudrais vous montrer aussi, c'était sur le deuxième slide, c'est que là je vais vous montrer directement dans Google, là je pense, attendez juste un instant. Ce graphique, voilà, qui vous permet d'avoir une idée à quel point le stimulus proposé de Biden, à quel point il est énorme. Et c'est pour ça qu'il y a toutes les chances qu'il trigger une inflation. Attention, cet argent qui va pas aller dans le système financier, en tout cas directement. Donc c'est pas comme les quantitative easing. C'est l'argent qui va être sous dans différentes formes, aller dans l'économie réelle pour des différents projets de machin. Donc c'est un peu comme Roosevelt avec le New Deal, avec des chèques directement aux particuliers, comme je viens de vous dire. En tout cas, vous voyez que en pourcentage de PIB, ça représente juste une somme gigantesque. Et donc l'apparition de l'inflation dans ces circonstances, elle est très probable. Cette inflation sera très certainement limitée aux États-Unis. Donc d'ailleurs, c'est un point macroéconomique qui on va dire, qui intrigue un peu mon intérêt personnel. Comment ça va se passer si l'inflation, il n'y a que aux États-Unis, mais pas en Europe. Mais en tout cas, aux États-Unis, Biden, avec ce package de stimulus, a créé des circonstances pour une explosion de l'inflation. Ça, c'est un point très important. Mais attention, quand je parle des États-Unis, vivent dans le monde à part. Purement simplement parce que c'est un centre de l'émission de la monnaie. Donc ceux qui peuvent se permettre, en termes de stimulus, en termes de politique monétaire, on ne peut pas forcément se permettre, nous, en Europe, nous, encore moins à la Grande-Bretagne, et encore moins au Japon, et bon, les pays émergents, je ne parle même pas. Donc l'histoire, c'est que depuis déjà très longtemps, le dollar, c'est une devise internationale. Et donc du coup, il y a le dollar américain et le dollar européen, en fait, parce que le dollar, il y a un dollar offshore, en fait, qui existe, qui est tradé à Londres, et donc ils peuvent émettre cette devise autant qu'ils veulent pratiquement. Donc cela veut dire qu'ils ont beaucoup moins de pression budgétaire que nous avons en Europe. Donc ça, c'est très important à comprendre, parce que pour ceux il y en a beaucoup des sources d'information, des chaînes un peu complotistes qui disent que le dollar c'est juste du papier de toilette, machin, ça vaut rien. Peut-être ça vaut rien, mais en tout cas, dans le système actuel, aujourd'hui, le dollar, ça vaut quelque chose, et c'est une devise internationale, c'est une devise des échanges internationaux. Il faut jamais la voir comme une devise américaine. Donc c'est une devise mondiale. Évidemment, les Américains, les autorités américaines ne le disent pas comme ça, parce que ça fait pas le mettre au même niveau tous les pays. Mais en tout cas, la position dominante des États-Unis, elle est en grande partie grâce
ou à cause de, bon, comme vous le voyez les choses, c'est justement à cause de cette puissance de dollar extraordinaire. Donc parce qu'eux, ils peuvent émettre le dollar, ils peuvent l'exporter et ça ne crée pas de l'inflation nécessairement chez eux et ils peuvent laisser courir le déficit budgétaire. Nous ne pouvons pas faire ça en Europe. On peut faire dans certaines mesures, mais pas dans telle ampleur que peuvent faire les Américains avec Biden, avec Trump, peu importe. Voilà, ça c'est quand même important, qui est point très important à comprendre, que le dollar, il est international. Donc il y a le dollar américain au sein des États-Unis et le dollar européen qui vous pouvez regarder, il y a des futurs depuis des années 60-70 qui s'appellent euro-dollar, et c'est pas le cours de change, mais c'est le dollar européen qui est tradé à Londres. Vous pouvez vérifier ça sur le Google, c'est très simple. Vous allez voir que la courbe, elle va largement, la courbe de ce euro-dollar, elle commence largement avant la création de la zone euro. Voilà. Voilà, maintenant je reviens sur le slide précédent, on avait parlé des stimulus. Et maintenant, je vais vous présenter quels sont les actifs qui vont bénéficier de ces programmes de QI ou des taux et des programmes de stimulus respectivement. Donc, dans le monde de la finance, qui va profiter des programmes de quantitative easing et d'assouplissement monétaire. Donc ça, c'est les actifs financiers. C'est la bourse, c'est les obligations, évidemment, parce que c'est ce qu'ils achètent directement, et c'est des actifs un peu plus alternatifs, plus spéculatifs, comme les bitcoins, comme l'or. Je pourrais aussi y mettre les commodities, comme le pétrole, etc. Donc en gros, tout ce qui est actif financier, elle bénéficie directement ou indirectement de la politique accommodante ou peu accommodante ou moins accommodante des banques centrales. Par contre, les stimulus, quels actifs ils vont affecter? Ce sera les biens de consommation. Donc là, ça, c'est les sacs de Louis Vuitton, comme j'ai mis. Donc c'est les voyages. Donc évidemment, les gens, quand ils ont plus d'argent, ils vont gratuit, en plus, ils peuvent voyager. Certains vont épargner, bien évidemment. Donc, et l'immobilier, éventuellement. Parce qu'imaginez que, et ça, c'est quand même l'immobilier, c'est un point qui sera très très important d'évoquer dans cette vidéo parce qu'il est fortement lié au taux. Donc, ça veut dire c'est là où ces deux mondes se rejoignent. Et donc, c'est là, ça peut causer un gros problème que moi, j'attends de voir et se réaliser cette année. Voilà, en gros, c'est ça l'image globale. Donc là, on peut avoir l'impression, là je vais un petit peu challenger moi-même dans mes idées que je vous ai présentées dans les précédentes vidéos. Mes idées étaient telles que aujourd'hui, dans les situations actuelles, on sait tous, comme je vous ai déjà dit, c'est que toute la hausse financière, toute la hausse des bourses, c'était uniquement grâce à la politique des banques centrales. Donc c'est juste les QI qui ont fait monter les actifs. Je vous ai déjà disais aussi dans les vidéos précédentes qu'il n'y aura pas d'inflation de toute façon, que la quantitative easing, ça ne crée pas de l'inflation, ça crée de l'inflation sur les actifs financiers. C'était vrai. Et je tiens toujours à mes propos, c'est pas parce que j'ai changé de mon avis. Ce qui a changé, c'est justement cette inflation qui est en train de déclencher dans l'économie réelle. Donc c'est la Main Street maintenant qui commence à donner les signes de vie. Et vu que nous sommes dans ce monde inversé où les banques centrales ont avec leurs interventions régulières et massives, avec leur liquidité, ont complètement inversé la logique économique. Donc cela veut dire que la reprise économique, qui est souvent accompagnée par la hausse des taux et par l'inflation, maintenant c'est une très mauvaise nouvelle pour les actifs financiers. Ce qui va se passer maintenant, c'est que aujourd'hui, quand l'inflation monte, elle monte très fortement selon les indicateurs qui étaient publiés la semaine dernière, c'est les banques centrales ne vont plus pouvoir maintenant se débarquer et dire que bon, s'il y a un problème, on va juste imprimer de l'argent. Aujourd'hui, maintenant, c'est là où je me challenge un petit peu quand même, c'est que aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent que bon, de toute façon, toute la baisse, il faut la racheter parce que les banques centrales vont sortir avec leur bazooka, comme Mario Draghi, ils vont tout racheter et tout va bien se passer. Mais aujourd'hui, j'ai peur que c'est là où ça peut avoir un problème. Si c'était une autre raison, si c'était Covid ou si c'était par exemple, je ne sais pas quoi, une tension sur n'importe quelle géopolitique ou quelque chose énergétique, peu importe. Là, oui. Donc là, dans ce cas-là, pour gérer ces problèmes-là, la Fed peut sortir, peut imprimer plus d'argent, baisser les taux jusqu'à négatif, et tout va bien se passer. Par contre, on ne peut pas sortir avec le bazooka quand l'inflation sera à 5%. Donc, et là, on peut réellement atteindre 4% très facilement et très prochainement, aux États-Unis, je parle. Et dans ce cas-là, je ne comprends pas comment le président de la Réserve fédérale pourrait sortir avec ses quantitative easing et dire que moi je vais tout racheter maintenant et donc le problème est réglé.
Pourquoi je pense ça? Parce que certains vont me dire: «Oui, mais Pavel, mais pourquoi pas?» Donc dans ce cas-là, si il y a un sell-off sur le marché de dette, un sell-off sur le marché d'actions, la banque centrale va tout racheter tout ça. Pour moi, le problème, c'est que quand la banque centrale commence à intervenir sur cette courbe de taux que vous voyez sur votre écran, elle fait quoi? Elle rachète les obligations massivement, ok, avec l'argent, on va dire, imprimé, et ça fait baisser les taux. Mais si ça fait baisser les taux et l'inflation dans le monde réel grâce au stimulus gigantesque de Biden monte, dans ce cas-là, nous allons se retrouver dans une situation qui est, très particulière. Donc, c'est-à-dire que, imaginez, l'inflation est à 5%, et le taux, grâce aux interventions systématiques de la Fed, elle est à zéro. Donc, dans ce cas-là, notre taux réel deviendra à moins 5. Donc ça, je pense que je ne sais pas si le monde financier a vécu ce genre de choses, mais j'ai du mal à imaginer comment le système financier devrait tourner dans les conditions comme ça. Ça, c'est vraiment le cœur du sujet que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est que vraiment mon inquiétude principale, c'est ce déséquilibre vers lequel nous avançons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les banques centrales, dans leur communication, ils font semblant d'être un peu cool, en disant que non, tout est géré, on n'a pas de problème, les quantitative easing restent, mais le marché aujourd'hui, il est drogué en fait sur ces programmes, et donc du coup, dire qu'on va garder nos quantitative easing ne suffit pas. Il faut qu'ils les rajoutent tout le temps. Et pour ajouter des rachats massifs des obligations, il faut une raison. Il faut que la croissance ne soit pas insuffisante, il faut que le chômage soit à un certain niveau. Donc il faut avoir un justificatif majeur pour expliquer cette politique, cette augmentation de quantitative easing. Moi, aujourd'hui, sur l'horizon, je ne vois aucun justificatif avec lequel Jerome Powell pourrait sortir en réunion de la Fed et dire que moi je vais augmenter le programme de quantitative easing jusqu'à un tant milliard. Donc pour moi, je ne vois pas. Dites-moi dans les commentaires si vous le voyez, et même s'il le fait, même s'il trouve une prétexte un peu stupide pour le faire, dans ce cas-là, ça va nous créer encore plus de déséquilibre. Donc ça veut dire que dans le monde inflationniste, tout monte, l'immobilier monte, et, les biens de consommation montent, tout le monde commence à voyager, et en revanche, les taux sont à zéro. Je vous pose une question. À qui ça peut poser un problème? Je pense que c'est assez évident, c'est aux banques. Comment les banques commerciales vont financer cette économie? Déjà, moi, j'ai eu une discussion avec ma banque il n'y a pas longtemps. Ils me disent clairement que c'est pas sur les taux aujourd'hui ils font de l'argent parce que les taux sont de toute façon à zéro, et ça sera encore pire. Donc, cela veut dire que les banques centrales vont pousser les banques commerciales à prêter de plus en plus, mais par contre, les banques commerciales ne vont pas pouvoir prêter parce qu'ils savent que l'inflation elle est juste énorme. Donc dans ce cas-là, ils devront monter les taux eux-mêmes, et en quelque part, parce que sinon ça ne fait aucun sens. Donc cela veut dire que ça sera une situation catastrophique pour tous les placements sans risque, donc y compris l'assurance vie fonds en euros. Donc attention, parce que l'assurance vie fonds en euros, elle est investie dans les bonds des gouvernements. Donc évidemment, ça c'est les obligations sur lesquelles sont concentrées toutes les interventions des banques centrales. Et eux, ils vont être artificiellement poussés vers le bas. En fait, les taux vont être poussés vers le bas, donc suite aux politiques des banques centrales. Et en revanche, par contre, l'inflation va être galopante. Et en plus, par contre, ça va créer des opportunités du siècle dans l'immobilier. Quand, par exemple, vous empruntez à taux zéro, vous achetez un immobilier, vous le revendez dans quelques mois avec une plus-value. J'ai du mal à imaginer aujourd'hui le monde comme ça. Très honnêtement, j'ai du mal à imaginer que ça peut tourner comme ça, parce que la croissance de l'économie, la croissance normale et saine dans l'économie, c'est quand les deux mondes financiers, le monde de Main Street et le monde de Wall Street, fonctionnent avec une certaine cohérence. Donc c'est-à-dire que quand les taux montent, les taux obligataires montent. Mais les taux obligataires aujourd'hui ne peuvent pas monter, c'est juste catastrophique. Là, les dettes gigantesques de partout, si les banques centrales comme la Fed et la BCE laissent monter les taux, ça va faire un déséquilibre juste catastrophique. Aux États-Unis, comme je viens de vous expliquer, c'est peut-être pas aussi important que ça, parce que de toute façon, c'est un centre d'émission monétaire, elles peuvent imprimer de l'argent tant qu'ils veulent. Tandis que pour les autres pays, ça sera catastrophique, notamment pour l'Europe. Parce que tous les budgets, déjà on a abandonné les traités de Maastricht, tout ça avec les 3% de déficit, ça c'est déjà bye bye, mais ça va être encore plus. Donc si les taux commencent à remonter, parce que si les taux remontent aux États-Unis, évidemment ça va tirer toutes les courbes de taux de tous les pays du monde développé dans la même direction. Peut-être qu'ils ne vont pas monter aussi fort, mais ils vont monter quand même. Regardez par exemple sur
sur mon tableau de bord, ce que je vous ai montré tout à l'heure, les performances pardon. Tic, tic, tic. Voilà, le taux allemand, ok? Voilà, par exemple, le taux allemand. C'est le taux qui est benchmark, en fait, la référence pour tous les taux dans les pays en Europe. Donc, vous voyez la montée de taux énorme au début de cette année. Depuis la fin janvier, ça ne fait que monter et ça fait un énorme spike aussi le jeudi, justement, quand les taux américains se sont envolés. Et donc, du coup, les taux européens, ça, c'est la réalité, ils suivent aussi les taux américains. Et ça, c'est grave, parce que nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas laisser les budgets des pays comme ça, les écarts comme ça. Donc c'est très 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 dangereux comme situation, et j'ai du mal à imaginer que dans cette situation, nous allons pouvoir trouver l'équilibre entre le monde de la finance et le monde de l'économie réelle. Je ne comprends pas quelle sera la politique des banques centrales dans ces circonstances. Vous voyez, autant j'ai compris comment elles vont gérer toutes les crises maintenant, on va dire comme Covid ou comme n'importe laquelle, comme les crises de chômage, juste en rachetant, en injectant de liquidités. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça me semble impossible. Voilà, donc ça, c'est la principale interrogation que je vous propose aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que c'est très important que nous sommes tous sur la même longueur d'onde pour qu'on comprenne comment le monde va évoluer aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai décidé que cette année, vers le mois de mars, j'ai commencé à déjà réduire mon exposition en bourse. J'ai pris des positions de protection. Je ne pense pas que je vais investir beaucoup cette année finalement, donc parce que je veux quand même avoir d'une visibilité. Donc maintenant, j'espère que ça va peut-être se calmer, peut-être ils vont commencer à intervenir, mais ça m'intrigue énormément. Nous vivons vraiment une époque très intéressante. Et comment on va vivre dans la situation où l'inflation elle est énorme et les taux sont à zéro, ça c'est quelque chose que l'économie je n'ai jamais connu. Et donc pour les banques, attention, encore une fois, il y en a beaucoup dans les commentaires qui se moquaient un petit peu de moi en disant que ah, Pavel, tu ne mets pas les banques, regarde comment a fait BNP ou comment a fait je sais pas n'importe quelle autre banque. Mais encore une fois, je vous répète, je reste sur le même point. Les banques, c'est vraiment une bombe à retardement parce que je pense qu'ils vont être tout simplement, dans ce scénario que je viens de vous expliquer, ils vont simplement être nationalisés. Parce que dans les circonstances actuelles, nous ne pouvons pas parler de rentabilité de l'activité banque de détail, parce qu'il ne faut pas parler de banque corporate et investment banking, parce que ça n'a rien à voir, mais la banque de détail, ça devient une activité structurellement déficitaire, et c'est un grand problème. Donc c'est un grand problème, cela veut dire que s'il n'y a pas de financement pour les particuliers, pour l'économie, il y a plus d'économie capitalistique dans ce cas-là, parce que l'économie capitalistique, elle se base sur la dette. On a besoin des banques, on a besoin de systèmes financiers qui fonctionnent sereinement. Et à un moment donné, ça devra créer une tension sur le marché interbancaire. Et d'ailleurs, juste pour vous dire que le marché interbancaire, elle est indexé de toute façon sur les obligations des États à court terme. Et donc, si ces obligations commencent à monter, s'ils les laissent monter, dans ce cas-là, tous les taux vont monter. Donc, du coup, ça s'arrête l'économie. Et on va faire face à la crise similaire à 2008-2009, mais après avoir engendré encore plus de dettes, beaucoup plus de dettes qu'en 2008-2009. Donc vous voyez devant quel risque nous sommes actuellement. C'est juste, c'est pas pour vous faire peur, mais je pense que j'ai quand même un peu faire peur. Mais en tout cas, avant, pour moi, j'étais plus d'avis, à la fin de l'année dernière, au début de cette année, j'étais plus d'avis que nous allons rester à taux zéro, l'inflation molle, il y aura une inflation sur les actifs financiers, mais pas vraiment dans l'économie réelle. Mais maintenant, je vois l'inflation avec l'économie réelle. Probablement, je pense que la meilleure solution serait d'abandonner le stimulus de Biden. Je pense. Voilà, donc ça c'est peut-être mon avis. Si j'étais président des États-Unis, ici j'étais président de la République. Voilà, c'est un peu ça. Je pense que probablement ça serait la solution un peu plus intelligente. Je pense que Biden il est allé un peu trop fort dans la besogne et il fallait peut-être pas faire ce stimulus, en tout cas l'annoncer, parce qu'aujourd'hui toutes les expectations de l'inflation sont juste énormes. Voilà. Après, partageons nos avis. Le but, c'est que nous sommes en ligne.
challengez-moi en fait, parce que moi j'aimerais bien avoir vraiment votre avis, parce que c'est important que moi je me remette en cause également. Et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez l'issue de cette situation où nous sommes bloqués? Donc je pense que nous sommes bloqués, en tout cas moi je ne vois pas. Excusez-moi, je note un peu le temps pour vous mettre les timecodes. Parce que maintenant, je commence à mettre les timecodes dans la description des vidéos, parce que certains me critiquent pour la longueur des vidéos, donc si le sujet ne vous intéresse pas, vous le zappez. Donc maintenant, voilà, je passe aux analyses techniques très rapidement pour voir, je vais regarder Nasdaq aujourd'hui. Voilà, le Nasdaq, c'est le plus important aujourd'hui, c'est parce que c'est là où la majeure partie du mouvement qui se produit. Mais je ne pense pas que c'est la reallocation des actifs vers les actifs cycliques, comme certains le disent dans les médias. Non, c'est pas mon avis, en fait, je ne le partage pas. Je pense que c'est tout simplement un début d'un crack plus général. Donc, il y avait ce canal que j'observais, que je suivais depuis, je sais même pas quand, depuis mars dernier. Donc là, ce qu'on a entamé depuis la chute de Covid. Et là, le problème, c'est que là, on est largement sorti de ce canal. On s'est fermé en dessous de ce canal techniquement. Et ça représente effectivement un gros problème. Donc là, aujourd'hui, on est là, on s'est battu toute la semaine, on s'est battu là autour de ce niveau-là. C'était vraiment très visible techniquement. Donc là, je vais vous montrer sur des échelles plus petites. Donc là, vraiment ça, vous voyez donc à quel point ce niveau de 13 000, il était important. Et donc là, on a fermé un petit peu en dessous. Techniquement, c'est important, mine de rien. Donc même si c'est très proche, techniquement, c'est très important. On est descendu jusqu'à 2700. Le problème, c'est que je ne sais pas jusqu'à où ça peut aller si on confirme. Si, l'ouverture de lundi, ça va être méga important. Méga important. Si on saute, on retombe dans ce canal et on le rejoint, on continue la hausse. Mais vous savez, l'analyse technique, ça ne va pas tout seul. L'analyse technique, c'est toujours, ça reflète effectivement l'avis, l'opinion. Ça peut faire des mouvements un peu brutaux. Mais les mouvements sont toujours expliqués par les fondamentaux. Donc aujourd'hui, je ne vois pas de fondamentaux qui nous permettraient de revenir dans ce canal haussier. Donc il faut que ça pourrait arriver si lors de ce week-end, il y a une intervention, soit des banques centrales, soit des autorités politiques, qui vont nous clarifier ce que je viens de vous expliquer sur ces schémas. Comment on va adresser ce problème dans l'inflation? Quelle sera la politique de la Fed et si les taux remontent systématiquement, si l'inflation passe à 5 et machin, donc et plus. Vous savez, même si cette inflation reste, ça c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, même si cette inflation reste temporaire, ce qui est d'ailleurs mon scénario de base, c'est parce que là c'est juste pendant l'ouverture qu'on va subir cette inflation, mais elle va tellement faire peur les marchés, elle va tellement faire remonter le taux que ça va tout casser tout simplement. Et après, on va avoir le problème tout différent, on ne pourra plus l'arrêter. Même si structurellement, évidemment, les revenus des ménages n'ont pas augmenté. Donc du coup, structurellement, on n'a pas des conditions pour l'inflation saine. Mais même l'inflation, on va dire, de court terme, mais très forte, il va faire très peur au marché. Et le problème, c'est que la Banque centrale ne pourra pas rassurer. Faites attention à ça. Et donc du coup, moi, je pense pas, franchement, je ne vois pas comment on pourra revenir dans ce canal, peut-être pour une journée ou deux possible. Mais en tout cas, on peut déjà parler de cette tendance baissière qui a été largement entamée. Donc là, pour l'instant, on peut déjà même la dessiner de manière assez claire sur le graphique. Tic, 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 voilà, bon là, tic. Donc là, bon, je pense que là, il y avait une nervosité, je ne veux pas trop la prendre en compte, mais en tout cas, on est déjà largement dans le canal baissier depuis 16 février. Donc vous voyez, donc là, on est sorti, on est en train de le sortir encore. Et pour revenir à la hausse, il faut qu'il y ait des arguments clairs. Pour mon positionnement personnel, en fait, c'est pas du spéculatif, c'est la protection de mes positions, parce que j'ai toujours encore pas mal de positions ouvertes. Vous pouvez revoir la vidéo de samedi matin d'hier. Quelles sont mes positions toujours ouvertes. J'ai ouvert en short sur Nasdaq que j'ai gardé même pour le week-end. C'est très rare que ça m'arrive que je garde le short pour le week-end parce que
D'habitude, il y a toujours un risque énorme que pendant le week-end quelque chose qui se passe. Mais cette fois, je ne vois pas qu'est-ce qui peut se passer justement parce que qui pourrait rassurer les marchés dans ces circonstances? Je pense que la Fed, avec Jérôme Powell, dont j'ai un avis assez négatif par rapport à lui, surtout après ce qu'il a fait à la fin de l'année 2018. Je ne pense pas qu'il a un plan d'action aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas d'intervention en tout cas. Et même s'il fait une intervention, je ne pense pas qu'elle va calmer le marché. Il a déjà parlé cette semaine, il a rassuré pour quelques heures, et après tout a tombé. Donc c'est quand même assez grave comme situation. Donc du coup, je ne vois pas comment les marchés peuvent rebondir. Même, je pourrais même, bon, je ne vais pas parier sur la baisse dès le lundi, mais je pense que c'est quand même très fortement probable. Même s'il n'y aura pas de baisse le lundi matin, je ne pense pas que je vais changer mon avis immédiatement, jusqu'au moment que je vois vraiment clairement l'amélioration macroéconomique. Et donc du coup, là, maintenant, on est baissier sur Nasdaq, et on peut progressivement sortir de nos portefeuilles. On reste au tout début de ce mouvement. Donc, et la baisse peut continuer. Là, après, je sais pas, on peut essayer de s'imaginer les niveaux si les choses vont plus mal. Bon, bah, le premier niveau, c'est bon. Déjà, attendez. Bah, le premier niveau, c'est 2400. 12 400, donc là je pense que ça va être vite à temps si jamais le scénario négatif se développe. Ensuite, on pourrait parler d'un niveau autour de 11 600 et le vrai niveau de support, ça sera vers les 11 000. C'est très réaliste comme objectif à très court terme à mon avis. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre déjà un short sur Nasdaq et j'ai un petit short sur S&P 500. Et spéculativement, j'ai ouvert un short sur l'or. Mais ça, c'est de la pure spéculation technique et il n'y en a aucune raison fondamentale derrière. Donc, c'est juste de la spécu pure et simple. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai essayé de couvrir le maximum des sujets. J'espère que ça a été clair. Dites-moi dans les commentaires, mettez-moi des likes s'il vous plaît avant de partir si ça vous a plu. Si vous a pas plu, mettez-moi un dislike, ça ne me dérange pas. Je préfère un petit commentaire quand même. Dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce que j'ai dit, si c'était clair ou pas déjà. Et si c'était pas clair, dans ce cas-là, je serais ravi de répondre à vos questions. Et quel est votre sentiment par rapport à cette situation? Est-ce que vous voyez l'issue, on va dire, réaliste de ce point de blocage dans lequel nous sommes retrouvés? Je pense que vraiment on est arrivé au bout et il faut un nouveau paradigme que les autorités nous devront proposer à un moment donné. J'espère que ça va arriver. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche. J'espère que ça a été intéressant cette vidéo. Et à très bientôt. Mind the cash. Ciao, ciao.